on repart avec le docteur Morel Journel pour aller peut-être un petit peu plus en détail d'un sujet qu'on a déjà un peu discuté ce matin sur les personnes trans et les spécificités de dépistage, notamment prostate et sein. D'abord, juste un petit rappel, mais vous le connaissez sûrement tous, hein, mais le taux d'infection au VIH chez les personnes trans sont pour... alors, on va parler de femmes trans, c'est donc une femme qui a le genre féminin et qui a encore parfois un corps masculin ou qui avait un corps masculin, et inversement pour les hommes trans. Donc chez les femmes trans, la prévalence est à 19%, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les hommes trans, et on les oublie trop souvent, et la prévalence est à 2,5% de la population trans, ce qui fait quand même des prévalences énormes et qui mérite de bien cadrer tout ça. Se rappeler une deuxième chose avec les personnes trans, c'est qu'il y a une grosse difficulté d'accès aux soins, et que dans une étude faite par James, un Américain, il avait montré que pas loin de 40% des gens n'osaient pas aller voir le médecin ou retardaient au maximum leur rencontre avec un médecin parce qu'il avait peur d'être rejeté ou discriminé. Et donc c'est un élément fort et qu'il faut avoir toujours en tête en se disant ils arrivent toujours trop tard presque. Facteurs de risque aussi et de comportements qui peuvent disposer aux néoplasies, tabac, alcool, VIH, HPV qui sont surreprésentés dans cette population. Alors pour la question qu'on m'a posée, cancer du sein, le dépistage du cancer du sein pour une femme trans est identique aux femmes cisgenres. Donc cisgenres, c'est pour dire la population générale, on est tous des hommes ou femmes cis à 99% de la population. Et voilà, pour les femmes trans, il faut faire le même dépistage, en sachant que bien évidemment, selon l'âge à laquelle on a commencé, ça peut changer un petit peu. Pour les hommes trans ayant bénéficié d'une mastectomie, les cancers sont extrêmement rares, donc le dépistage est essentiellement par palpation. Et donc sur le plan des examens, globalement, c'est la mammographie de dépistage tous les 2 ans, comme dans la population cis. On note simplement que parfois les examens sont difficiles parce que soit il y a des prothèses mammaires, soit il y a pas, il reste simplement, il y a eu une mastectomie, il ne reste pas grand-chose. Donc l'échographie ou d'autres examens complémentaires peuvent être intéressants. Pour le cancer de la prostate, chez les femmes trans, dépistage individualisé en fonction du risque personnel de pathologie prostatique, mais ça c'est comme chez l'homme cis. Notez que s'il y a un antécédent d'ADK du sein ou de cancer de prostate au premier degré dans la population ou que c'est dans la population afro-antillaise, il faut avoir une surveillance un peu plus soutenue. Quelle surveillance ? Le PSA, c'est pas terrible parce que comme c'est des gens qui sont sans testostérone, le PSA a chuté énormément. Donc c'est soit l'évolution du dosage du PSA, mais qui n'est pas très bon sur les taux très bas. On a des fluctuations qui peuvent être liées à plein de choses, des infections, etc., qui rendent la surveillance difficile. Donc c'est le toucher vaginal. On peut le toucher rectal parce que ça va être difficile, parce qu'il y a le vagin entre les deux, et on ne verra pas grand-chose. Donc voilà, importance de ce côté-là. Et puis surtout, j'ai rajouté, parce que vous ne l'aviez pas mis, mais du coup, je pensais que c'était une bonne idée, c'est le cancer du col, parce que finalement, c'est celui qui est le plus difficile et qui est le plus oublié, la preuve. C'est que finalement, il est 8,3 fois plus élevé chez un homme trans. Donc on rappelle que ce sont des hommes trans qui peuvent garder leur utérus et leur col, mais du coup, c'est quand même 8 fois plus fréquent parce qu'on ne dépiste pas en fait, et qui ne veulent pas se faire dépister, et on comprend pourquoi. Elle est dans la salle d'attente et être au milieu de toutes les femmes quand avec sa barbe, se mettre en position gynéco, etc. Du coup, c'est un problème. Pensez à l'autodépistage. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Ça s'achète en pharmacie. C'est facile à faire. Et donc, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Et puis, c'est les mêmes recos que chez les femmes cis, de 25 à 30 ans, tous les 3 ans. Et puis, il y a dépistage HPV. Voilà, en gros, ce qu'il fallait dire pour le cancer du col en plus. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, dans ma carrière, j'ai vu une seule fois un cancer du vagin, en fait, qui est un cancer comme un cancer de la verge, parce que c'était en fait HPV induit sur de la peau prépuciale qui a été invaginée à l'intérieur du vagin. Et il n'y a pas du coup, c'est très rare. Dans la littérature, il y a eu 15 cas décrits dans le monde, donc c'est pas beaucoup. Mais ce qu'il faut faire, c'est si vous avez des saignements vaginaux, c'est là où il faut, à ce moment-là, exactement, il faut faire le dépistage. Et pour les patients qui sont sous finastéride pour l'alopécie, comment faire la surveillance du PSA ? Tous les traitements androgéno-suppresseurs, en gros, vont gêner le dépistage. Alors, ce qu'on disait classiquement, c'est que sous le finastéride, ça diminuait par 2 le taux de PSA, mais ce n'est pas très fiable non plus, parce que plus on baisse les taux de PSA, plus les fluctuations liées à une infection ou autre vont être importantes. Donc, c'est pas super.
Non, toucher, exactement. L'échographie n'est pas un bon examen pour le dépistage. Et l'IRM, c'est trop compliqué. Et sur des prostates atrophiées chez les personnes trans, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut vraiment rester clinique et avec le toucher vaginal.